Donc, bonjour à tout le monde, on est vraiment ravis que vous ayez pu faire le déplacement pour ceux qui sont venus en train ou qui ont voyagé jusqu'à Marseille. Et pour ceux qui étaient à Marseille, donc, bienvenue à vous tous et à toutes. Donc on va commencer cette journée d'études en se présentant et en faisant un peu un cours historique en fait de la manière dont on a commencé cette journée d'études et l'idée derrière. Donc moi je m'appelle Aminata Mbaye, je suis professeure assistante à l'université de Bayreuth en Allemagne. J'ai écrit ma thèse sur l'analyse du discours sur l'homosexualité au Sénégal. Et pour ma recherche postdoctorale, donc sur, entre autres, les formes de publication alternatives en dehors des réseaux établis, j'ai pris contact avec Ludovic Zaeb, donc des éditions Calem, pour lui poser des questions. Et donc, en parlant ensemble, on a parlé en fait du festival à Roziz, et donc on a commencé en fait à réfléchir ensemble sur la forme que pouvait prendre ce festival en incluant une dimension académique en lien avec des artistes et en discussion en fait sur ces questions intersectionnelles, de migration, de diversité. Et dans ce contexte, donc, j'ai également fait la connaissance de Harry Gordian. Merci Aminata. Donc effectivement, on s'était dit qu'on allait tous présenter la manière dont, ce que signifiait le festival pour nous et dire qui l'a organisé, ce qu'on a voulu faire et pourquoi on a voulu le faire. Et je ne vais pas répéter ce qu'Aminata a déjà bien expliqué. Je vais juste me présenter et dire quelques mots sur le pourquoi. Moi, je suis anthropologue chargé de recherche au CNRS et je travaille plutôt sur les rapports sociaux de race et l'identification collective dans les territoires caribéens, anglophones et français. Mais mon travail de jeunesse, lorsque j'étais étudiant en master, c'était sur les milieux gays antillais et j'ai repris en fait cette recherche au prisme de l'intersectionnalité et des nouveaux champs de recherche sur la racisation qui s'est développée au moment où je faisais cette recherche et je n'avais pas connaissance finalement des débats théoriques et épistémologiques sur la question. Et sur la base d'un papier que j'ai publié, j'ai été sollicité par pas mal de militants. Et les derniers militants à m'avoir contacté étaient de Marseille. Donc je me suis installé à Marseille pour soutenir et apporter un regard anthropologique un peu plus horizontal sur ce qui se passe et participer un peu à ce renouveau marseillais, puisque Marseille serait une capitale queer selon Tétu. Donc voilà. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est rencontré avec Aminata et que j'ai pris contact avec Ludovic. Et j'ai fait la connaissance en côtoyant différents militants de la ville avec Charlotte, à qui je vais donner la parole tout de suite. Mais avant, je tiens à remercier chaleureusement Laurence Hérault, qui n'est pas là malheureusement ce matin, et Gabriel Girard, qui sera peut-être là cet après-midi, et leur laboratoire, Fidemec et le CESTI, sans lesquels on ne serait pas dans ce bel amphithéâtre, et sans lesquels nos intervenants ne seraient pas là en présentiel. Donc on les remercie. Alors du coup, pour ma part, ma participation à ce festival, c'est également une histoire de rencontre, dont celle avec Harry, qui a été provoquée par Sandrine Musso, qui est une anthropologue marseillaise, la première à avoir croisé les catégories postcoloniales et le sida en France. Et je salue ici son héritage. Alors moi, je suis pour ma part issue des mouvements sociaux, féministes et queer, et je me suis lancée dans la recherche il y a quelques années, après un long parcours militant. Et je travaille aujourd'hui dans un travail de doctorat sur les mobilisations contre le VIH dans l'Hexagone et en Guyane. Alors du coup, bien entendu, dans mon travail, les enjeux de migration, d'identité de genre, de sexualité rencontrent les dominations croisées, les hiérarchies, la colonialité du pouvoir,
pouvoir et du genre, et aussi les luttes d'émancipation. Et ce festival s'inscrit dans ces luttes, et on espère s'inscrire dans ces luttes aussi avec cette journée. Du coup, étant intégrée dans un réseau dynamique de jeunes chercheurs et chercheuses en sciences sociales, j'ai été tout de suite enchantée à la rencontre avec Ludovic et Harry et Aminata de réfléchir à une problématique, des sujets, identifier des intervenants et intervenantes. Et du coup, pour réfléchir aux intersections entre questions LGBT, migration, racisation, au prisme de la santé, nous avons sollicité des chercheurs, des acteurs du monde de la santé et des associatifs. Alors, en ce qui concerne les chercheurs, ils seront pour la plupart encore en cours de recherche sur des sujets variés comme l'asile, le VIH, l'afroféminisme, les questions LGBT, de quartier populaire, les identités noires ou trans. Nous leur avons proposé de mettre en dialogue leurs recherches, de les présenter dans un langage qui soit simple et appropriable. Nous leur avons proposé de réfléchir à comment les rapports sociaux de race, de genre, de migration, de sexualité s'articulent à leur terrain, comment ils et elles les analysent et du coup quels besoins spécifiques sortent de leur recherche. Ces chercheurs ont la particularité de se situer par rapport à leur terrain. Et du coup, un des objectifs de cette journée est de nourrir des réflexions à la fois pour nous, universitaires, mais aussi pour le mouvement social. En effet, la recherche, il a beaucoup été dit que la recherche se nourrit du mouvement social et de notre place, je pense que c'est important que ce qui est produit à l'intérieur de l'académie puisse contribuer aussi au mouvement social. Je vais dire Nancy Zeymana Sidéré. Nancy est doctorante en sociologie à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès et à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Sa recherche examine les vulnérabilités au VIH et au SIDA des personnes noires en France, dans une perspective intersectionnelle. Dans son intervention avec Cyril, elle présentera les résultats préliminaires qui soulignent l'impact des étiquettes sociales, revendiquées ou non, sur la santé des personnes LGBTQI+, migrantes et noires. Nous accueillons aussi Cyriaque Boucher-Maillet, qui est doctorant en sociologie à l'unité de recherche Santaisie de l'Université de Montpellier, affiliée à l'Institut Convergence et Migration. Ses recherches doctorales portent sur les expériences migratoires et sexuelles d'hommes originaires d'Afrique de l'Ouest qui demandent l'asile en France au motif de l'orientation sexuelle. Ces études visent à étudier la manière dont ces hommes qui demandent l'asile manient, négocient et subissent les assignations identitaires migrantes et homosexuelles dans les interactions avec les différentes communautés LGBTQI, avec les communautés migrantes, avec les institutions de l'asile et celles de la santé publique. Je vous passe là. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et merci aux personnes impliquées dans l'organisation du festival de manière générale et puis spécifiquement de cette journée pour nous avoir invités et nous donner l'occasion aujourd'hui de parler de nos sujets. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler des effets sur la santé d'injonctions identitaires parfois contradictoires rencontrées par des hommes demandant l'asile en France au motif de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Donc ma thèse est financée par l'Agence nationale de recherche historiquement sur le sida et désormais sur les maladies infectieuses émergentes, je crois, et par SIDAction. Donc ce projet de recherche, il s'inscrit dans des préoccupations de santé publique bien spécifiques en matière de prévention du VIH, qui se sont beaucoup transformées dans les 15 dernières années, notamment en raison de la découverte de l'effet préventif des traitements et de la PrEP. Donc pour revenir rapidement, j'imagine qu'un certain nombre d'entre nous est au courant de ces différents traitements, mais j'y reviens quand même. Donc le TASP, pour Treatment as Prevention, qualifie l'effet préventif des traitements par trithérapie. Donc cet effet est effectif depuis finalement le début des trithérapies, mais validé scientifiquement, découvert scientifiquement qu'au tournant des années 2010. Donc cette découverte, elle suppose que si toutes les personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut et sont sous traitement, l'épidémie de VIH est maîtrisée. La PrEP est autorisée en France en 2016-2017
Et c'est un traitement par bithérapie à destination des personnes séronégatives qui permet d'empêcher l'infection par le VIH en cas d'exposition au virus. Donc, par ailleurs, les études en épidémiologie elles considèrent que les personnes vivant avec le VIH sans le savoir sont davantage situées dans certaines populations, clés de l'épidémie, qui présentent également des prévalences plus importantes et dont font partie les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est les termes de l'épidémiologie, donc HSH, et les personnes nées à l'étranger. Donc les HSH nés à l'étranger, selon cette fameuse catégorie dont parlera Nancy ensuite, sont près de 2 tiers à s'être infectés dans les premiers temps après leur arrivée en France. Donc l'enjeu pour les pouvoirs publics est alors de comprendre les ressorts de cette surinfection et les enjeux du recours ou du non-recours au dépistage et au traitement TASP et PrEP, le cas échéant. Donc j'ai réalisé une enquête par observation et entretien en occupant 3 postures différentes. J'ai d'abord commencé par être salarié, bénévole d'une association de prévention qui animait des partenariats, qui animait en partenariat avec un centre de dépistage hospitalier, des actions de dépistage et d'accès au traitement TASP et PrEP en direction de personnes demandant l'asile au motif de l'orientation sexuelle et d'identité de genre, qui, elle, était suivie par une association, accompagnée par une association LGBTI spécialisée dans l'accompagnement socio-administratif, notamment dans le cadre de la procédure d'asile. J'ai ensuite suivi 16 personnes, 16 hommes, pendant toute la durée de leur procédure de demande d'asile, et parfois dans les premiers temps comme réfugiés ou déboutés, sur une période qui pouvait aller de 1 à 5 ans, et avec qui j'ai conduit des entretiens biographiques répétés, entrecoupés d'échanges informels sur les contextes immédiats de vie, afin d'essayer de comprendre la manière dont l'offre de prévention leur parvient et les enjeux qu'elle regroupe. Enfin, dans le but de maîtriser les enjeux relatifs à la procédure de demande d'asile, qui occupe une place centrale finalement dans les récits biographiques et dans les contextes immédiats des personnes demandant l'asile, j'ai intégré comme bénévole l'association LGBTI spécialisée du droit d'asile qui était partenaire du dispositif de prévention dont je vous ai parlé. Donc voilà pour le contexte. Et aujourd'hui, je souhaite focaliser ma présentation sur une difficulté rapportée par tous les hommes rencontrés, celle de la négociation de leurs identités migrantes et homosexuelles en fonction des espaces de sociabilité et les effets que cela peut produire sur les trajectoires individuelles et les pratiques de prévention. Donc un premier type d'injonction identitaire provient des institutions de l'asile et médicales. Pour ce qui concerne l'asile au motif de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, plusieurs travaux en France et à l'étranger se sont attachés à montrer que les rendus de décision des institutions chargées d'attribuer ou non le statut de réfugié étaient largement influencés par des représentations ethno-situées de l'homosexualité. L'asile est, entre autres, considéré comme un déplacement d'un espace d'oppression vers un espace libérateur, que l'évolution identitaire du requérant, de la personne qui sollicite le droit d'asile, est censée représenter. Alors que l'enjeu est finalement d'emporter l'intime conviction des juges ou officiers de l'asile en s'exprimant avec aisance et de manière claire, circonstanciée et décomplexée sur des sentiments et des formes d'intimité. Donc les demandeurs d'asile interrogés dans le cadre de l'enquête rapportent ressentir un impératif de revendication de leur identité sexuelle qui pousse certains, souvent encouragés par leur bénévolat associatif, à s'engager dans des lieux et événements d'homosexualité où ils prennent part notamment à des défilés, parfois la marche des fiertés ou des événements de convivialité, et ils prennent des photos. Parfois, ces photos sont mobilisées derrière sous forme d'albums photos, de romans photos, dans le cadre de l'interaction avec les juges ou officiers de l'asile. S'il ne s'agit pas d'injonction officielle de la part des institutions chargées d'attribuer ou non le statut de réfugié, donc d'injonction officielle qui serait affichée,
la logique de soupçon finalement qui règne et l'existence supposée de faux requérants au statut de réfugié, ça alimente une logique de concurrence qui conduit certaines personnes à rationaliser et documenter leurs pratiques dans le but de convaincre leur interlocuteur. Donc ces injonctions implicites à performer l'orientation sexuelle sont également ressenties dans les actions de prévention de différentes manières, donc de prévention du VIH dont je vous ai parlé en introduction. Donc pour commencer, ces actions sont volontairement étiquetées à destination des personnes LGBTI migrantes, afin, donc dans l'esprit des acteurs de prévention, de limiter la crainte de stigmatisation par le personnel médical. Or, cet étiquetage peut parfois conduire à l'exclusion par certains médecins de personnes qui rapportent des relations hétérosexuelles et ou qui présentent des difficultés à se définir comme homosexuels spontanément. Alors même que finalement, ces mêmes personnes qui ont pu être amenées à être exclues, en discutant en aparté avec elles, en échangeant un peu mieux, à la marge, je constate qu'il ne s'agissait que d'une gêne en fait, à parler de l'homosexualité, à s'identifier comme telle, et à y être assigné. Donc autre exemple d'attente médicale vécue, c'est lorsqu'en entretien, une personne explique s'être vue prescrire la PrEP, alors qu'elle n'a pas de relation sexuelle depuis les agressions subies avant son départ du pays d'origine, quelques semaines avant. Et donc me demande mon avis, en fait, ce que je dois leur prendre, qu'est-ce que tu en penses. Donc je suis un peu surpris, je sollicite, au début du dispositif, je sollicite le médecin en question, qui a été le médecin, je sollicite des explications auprès du médecin. Et donc le médecin explique que ce n'est qu'une question de temps en fait, et qu'il est préférable d'anticiper la découverte d'une sexualité libérée, qu'il qualifie à la française, sous-entendu multipartenarié et non protégé. Donc voilà, en conclusion de cette première partie, les attentes de performance identitaire rapportées, réelles ou projetées par les demandeurs d'asile, suppose la participation donc, à des événements d'homosociabilité et l'affirmation publique de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, d'une part, et l'engagement dans des relations sexuelles multiples ou non protégées, renvoyant à une certaine représentation médicale préventive de l'homosexualité d'autre part. Un deuxième type d'injonction identitaire ressentie et rapportée par les personnes avec qui je me suis entretenu réside dans l'impératif de dissimulation de l'homosexualité dans les communautés migrantes et diasporiques. Donc de la même manière que la fréquentation d'espaces communautaires étiquetés LGBTI leur apparaît importante pour obtenir le statut de réfugié, l'implication dans les communautés migrantes ou diasporiques apparaît essentielle pour la survie pendant la demande d'asile. C'est le plus souvent dans les communautés migrantes ou diasporiques qu'un accès est trouvé à des sous-locations, des emplois non déclarés, illégalement occupés. Ces ressources apparaissent d'autant plus importantes et d'autant plus essentielles pour les personnes qui ne disposent pas des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire d'un hébergement et de 200 € par mois ou de 400 € par mois en l'absence d'hébergement. Donc, ces conditions matérielles d'accueil, elles sont en théorie attribuées en contrepartie de l'interdiction de travailler pendant la durée de la procédure de demande d'asile. Mais dans les faits, de nombreuses personnes n'y ont même pas accès. Notamment celles qui ont mis plus de 3 mois avant d'introduire leur demande d'asile après leur arrivée en France, ou qui sont entrées dans l'espace Schengen par un autre pays que la France. Ces situations administratives sont davantage le lot, en l'absence de conditions matérielles d'accueil, ces situations administratives-là, sont davantage le lot des personnes qui n'ont pas eu les ressources suffisantes pour migrer par voie aérienne directe et présenter au pays des identités et pratiques sexuelles souvent les plus éloignées des représentations précédemment décrites et attentes informelles dans d'autres espaces. Donc c'est souvent les personnes justement qui se retrouvent dans ces situations-là nous rapportent
des expériences de l'homosexualité au pays qui étaient caractérisées par du partenariat unique avec un seul partenaire, souvent hors mariage, soit pour la personne en question, soit pour le partenaire, et en dehors finalement de réseaux d'homosexualité pour limiter finalement un maximum les risques de compromission, de découverte. Donc ces derniers sont à la fois les moins à l'aise au départ avec l'affichage de leur orientation sexuelle dans l'espace public, et les plus dépendants des communautés migrantes et diasporiques par ailleurs à leur arrivée. La perspective d'être aperçu à proximité de lieux d'homosocialité entraîne une crainte d'exclusion des réseaux de solidarité migrants et groupes diasporiques, et autre type de crainte peut être la circulation de l'information concernant leur orientation sexuelle, l'information ou la rumeur, qui pourrait arriver jusqu'au pays. L'étiquetage LGBTI des lieux ressources, qu'ils soient administratifs ou médicaux, peut apparaître comme un obstacle au recours pour certaines personnes. Les enquêtés dans cette situation qui rapportent une exclusion des réseaux de solidarité migrants ou diasporiques et la perte de ressources associées se tournent le plus souvent vers le travail du sexe, le michetonnage, en échange d'argent, de logement, de différents services. Souvent dans les réseaux de sociabilité, ça peut être dans les saunas, dans des lieux bien identifiés. Et souvent aussi auprès d'hommes blancs d'un certain âge aussi, c'est une pratique assez courante en échange de logements, etc. Ces relations-là, elles sont souvent le lieu de difficulté à imposer le préservatif, d'incitation aussi parfois à recourir au chemsex, ou encore l'expérience d'agressions sexuelles qui sont rapportées, qui sont plus courantes du fait de déséquilibre dans les rapports de domination au sein de la nation. Donc, pour conclure, on remarque bien la contradiction des injonctions qui sont ressenties par les personnes avec qui j'ai échangé, qui sont ressenties donc, dans les réseaux migrants et diasporiques et les réseaux d'homosexualité. L'identité homosexuelle apparaît d'un côté comme la caution pour être reconnu réfugié, espérer sortir de la précarité administrative, alors que de l'autre, sa dissimulation est de mise pour accéder aux ressources nécessaires à la survie. La gestion de ces attentes identitaires contradictoires est d'autant plus difficile pour les personnes les plus dépendantes des réseaux de solidarité migrants et diasporiques, d'autant plus nombreux parmi les personnes peu aisées au départ, qui n'ont ni les réseaux d'homosexualité préalables, ni économie, ni rente, leur permettant de survivre un temps à leur arrivée, et qui le plus souvent ne se sont pas vus attribuer les conditions matérielles d'accueil et voient la durée de leur procédure allongée lorsqu'elles sont arrivées en France par un autre pays de l'espace Schengen, souvent après une migration indirecte, prolongée par voie terrestre et maritime qui en fait, étend énormément les expériences de précarité associées à ces migrations. Donc ces personnes sont alors contraintes d'opérer un choix entre adhérer complètement aux exigences implicites des administrations de l'asile et médicales concernant la mise en scène de l'identité homosexuelle, au risque d'être exclus de leur réseau de subsistance et dans bien des cas amenés à recourir au travail du sexe, au michetonnage, favorisant le risque d'acquisition du VIH, entre autres, ou d'adhérer aux exigences perçues dans les réseaux de solidarité migrants au risque de ne pas accéder aux actions de prévention qui passent par les lieux d'homosexualité, de ne pas accéder à l'accompagnement associatif qui se trouve dans les réseaux LGBTI, et d'être assimilé par l'institution de l'asile à l'image du migrant dit économique, et non à celle du réfugié au motif de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre, conduisant au rejet de la demande et à la prolongation d'une situation de précarité administrative, maintenant les dépendances à l'égard d'autrui, et poursuivant la dégradation de la santé physique et psychique
des gens engagés depuis plusieurs années. Voilà, je vous remercie. Bonjour, du coup moi j'ai préparé un PowerPoint et je vais essayer d'accompagner sur le PowerPoint. Donc je m'appelle Nancy, je suis en 3e année de doctorat en sociologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès et là je vous présente des résultats préliminaires d'une enquête de terrain que j'ai conclue en début d'année. Donc la présentation s'appelle « Derrière l'étiquette, entre guillemets, migrante LGBTQI+, une santé sous contrainte ». Donc il faut savoir qu'un de mes objets d'études principaux, en plus de la racisation, c'est le VIH, et que le VIH, c'est une maladie pour laquelle on a une surveillance d'État, puisque tout nouveau diagnostic de VIH en France doit obligatoirement être déclaré aux agences de santé publique. Et donc en fait, on a un indicateur à l'échelle nationale qui est aussi divisé territorialement, qui s'appelle les découvertes de séropositivité. Et en fait, à partir de cet indicateur, on peut voir qu'il y a des inégalités territoriales et sociales, sociodémographiques qui sont fortes et remarquées. Donc il faut savoir que les territoires en France où l'incidence de VIH, c'est-à-dire les nouvelles infections à VIH, sont les plus élevées, sont la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, l'Île-de-France et la France entière. Et il faut savoir que c'est des territoires hétérogènes et donc les facteurs qui expliquent ces inégalités ne sont pas les mêmes. Et en fait, quand on croise ce constat avec les inégalités repérées selon le pays de naissance, on remarque que dans un contexte justement de généralisation, dans un contexte d'expansion de la PrEP et du traitement comme prévention, il y a une diminution des découvertes de séropositivité chez la population en France. Mais pourtant, les chiffres stagnent pour les femmes et les HSH, qui est une catégorie épidémiologique, qui sont nées en Afrique subsaharienne. Il y a aussi un diagnostic plus précoce des infections à VIH chez les personnes qui sont nées en France en comparaison avec les personnes nées à l'étranger. En fait, pour les personnes qui sont diagnostiquées en France et qui sont nées dans un territoire administrativement français, on n'a pas les chiffres désagrégés parce qu'ils sont considérés statistiquement comme français, mais dans le formulaire de déclaration, il y a un intérêt clair pour l'origine des personnes, et il faut savoir que la Guadeloupe, la Martinique et les Caraïbes françaises font partie des territoires d'exception qui sont surveillés aussi par les autorités. Et en fait, assez clairement, on voit que c'est une surveillance d'État qui cible en fait une minorité raciale en France, en pointillé, puisqu'on est dans un contexte idéologique universaliste, où il n'y a pas de manière consensuelle d'évaluer les effets de la racisation sur la vie des personnes et sur leur santé, et une législation restrictive qui interdit pas les enquêtes sur la racisation, mais qui les complique par des démarches administratives et éthiques qui demandent du temps et des moyens. Et donc très souvent, que ce soit dans la recherche ou dans la surveillance d'État ou juste dans la pratique médicale, on utilise ce que moi j'appelle des proxys méthodologiques, c'est-à-dire des manières détournées en fait, de signifier les catégories raciales. Et donc une qui est assez évidente, c'est Afrique subsaharienne, puisque choisir de découper l'Afrique selon une ligne imaginaire au Sahara, en fait c'est vraiment une distinction raciale qui est issue en fait de représentations coloniales aussi du continent. Les territoires que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui sont en fait des territoires distincts avec des réalités sociologiques qui sont elles-mêmes distinctes, sont systématiquement regroupées sous les appellations DROMCOM, département français d'Amérique ou Guyane et Antilles françaises. Et en fait, c'est une distinction qui est raciale à mes yeux, mais pas que à mes yeux.
Et donc, en fait, moi, je croise les questions de vulnérabilité en santé sexuelle et plus précisément par rapport au VIH et au SIDA avec les travaux sur les Noirs en France qui sont en fait appréhendés comme une minorité raciale mais en pointillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle, que c'est une migration qui est à la fois internationale et issue de territoires administrativement français, que c'est une histoire qui n'est pas unitaire, c'est-à-dire que c'est des populations qui sont issues de la traite esclavagiste, mais aussi de plusieurs migrations pour des motifs différents, de pays différents, mais qui partagent en fait l'expérience d'un racisme spécifique qu'on appelle la négrophobie. Et qui, dans un contexte hexagonal, a des implications contextuelles en fait, sur la vie des personnes. Et dans cette perspective, ma problématique, en fait, c'est d'articuler de manière critique la notion de race à celle de santé, ici la santé sexuelle. Donc, en fait, on est dans un moment de remise en cause de ce qu'on appelle le modèle diffusionnel du VIH et du SIDA chez les populations noires en France, où dans les premières années de l'épidémie, les inégalités raciales qui étaient observées face au VIH et au SIDA ont été attribuées par les agences de recherche publique, notamment à une diffusion de l'épidémie de territoires où les incidences étaient plus élevées. Or, des travaux de ces 10 dernières années viennent remettre en cause cette hypothèse, notamment des travaux qui mettent en lumière les transmissions chez les personnes migrantes internationales qui sont liées au parcours de migration et d'installation qui sont de plus en plus difficiles en raison de fermeture de frontières. Et il faut savoir que les associations, dont des associations communautaires, des associations noires, des associations qui se revendiquent des quartiers, comme l'association Migrants contre le SIDA, qui ont mis en lumière en fait, des inégalités raciales entre personnes qui sont nées en France sur la question du VIH et du SIDA depuis les années 1990. Et donc, en fait, dans la problématique, elle inscrit la santé sexuelle, donc la vulnérabilité au VIH et au SIDA dans la santé sexuelle, qui est inscrite dans la santé globale, avec le postulat qu'en fait la santé, elle est influencée par l'environnement social des personnes et que l'environnement social des personnes influe aussi sur la santé. Donc c'est une relation réciproque. Et donc, ce sont les travaux d'épidémiologie sociale qui identifient notamment 3 dimensions d'analyse qui sont pas segmentées. Donc, il y a une porosité en fait entre les dimensions d'analyse, mais des dimensions qui permettent d'expliquer aussi les inégalités raciales par rapport au VIH. Donc, il y aurait la dimension individuelle. Qui expliquerait les différences de recours aux préservatifs, les logiques de choix des partenaires, les revenus individuels, les co-infections avec d'autres IST par exemple qui peuvent faciliter la transmission du VIH. Il y a la dimension sociale en fait qui est liée au cadre de vie, donc tout ce qui est logement, ségrégation, emploi, les réseaux sexuels, les réseaux d'entraide, donc les amis, la famille, les voisins, et la dimension structurelle qui s'intéresse du coup à l'effet des politiques publiques, donc des politiques économiques, des politiques de santé, au cadre juridique, donc qui peuvent être liés à la migration, à l'accès aux soins, à la criminalisation du VIH, aux migrations, donc la nature des migrations, pourquoi les gens migrent, d'où les gens migrent, dans quelles conditions, et aux questions de stigmatisation et de discrimination, donc qui inclut évidemment le racisme, les LGBT-phobies dans leur pluralité, et dans ce cas-là, le stigmate du VIH qui reste encore très fort en France. Ah, j'ai oublié de changer ma bannière, donc en fait, désolée, la bannière est dans le désordre.
Mais donc l'objectif, en fait, c'est de décortiquer les inégalités raciales face au VIH dans une perspective anticulturaliste et intersectionnelle. C'est-à-dire que le postulat, ce n'est pas qu'il y aurait des pratiques qui seraient culturellement uniformes et situées dans certains groupes de population qui les éloigneraient de la prévention. Pour moi, c'est pas un argument qui est convaincant et qui aussi efface complètement l'hétérogénéité des parcours individuels et l'implication en fait de différentes structures sociales qui contraignent les vies des gens. Et donc là, j'ai mis un schéma que j'ai adapté des travaux d'épidémiologie sociale de Poundstone, Stradi et Celentano, qui expliquerait par exemple comment différentes formes de violences sexuelles agiraient sur le risque individuel de contracter le VIH ou de voir sa santé dégradée vers un sida si on vit déjà avec le VIH. Et donc pour commencer, définir la violence structurelle, c'est une sorte de préjudice institutionnalisé. Donc ça c'est la définition des auteurs du schéma, qui est structuré par des processus et des forces historiquement établies, souvent dictées par des considérations économiques et qui agissent, que ce soit de manière routinière, rituelle ou, comme c'est le plus souvent le cas, par des aspects concrets de la vie. Et donc voilà, l'idée de la violence structurelle, c'est qu'elle est quotidienne, qu'elle se manifeste de manière insidieuse et qu'en fait elle impacte et les opportunités de vie, donc par exemple l'accès à l'emploi, au logement, à la mobilité internationale, et des conséquences sur le plan émotionnel et comportemental, puisqu'elle s'exprime par l'exclusion, la violence physique, verbale, et que ça a des conséquences notamment sur la santé mentale, sur la prise de risque individuelle, la consommation de produits psychoactifs, le recours par exemple à des rapports sexuels sans préservatif sous la contrainte économique par exemple. Et que en fait c'est la synergie de ces facteurs défavorisants qui expliquerait aussi des prévalences de VIH différenciées selon certains groupes sociaux. Et en fait en France il y a déjà quand même beaucoup de travaux, que ce soit qualitatifs ou quantitatifs, qui montrent les effets du racisme sur la scolarité, les sphères judiciaires pénales, l'accès au logement, à l'emploi, dans les relations de soins. Et puis, je ne vais pas explicitement l'aborder là dans la présentation, mais dans la sphère sexuelle, avec tout ce qu'on sait sur la fétichisation raciale. Et donc moi, j'ai fait une méthodologie par la rencontre et le discours, donc principalement par entretien individuel, de janvier à février 2023 en région parisienne et toulousaine, avec deux groupes d'enquêtés que j'ai appelés individus et professionnels. Les individus étaient définis comme des personnes noires majeures résidant dans les métropoles d'intérêt, et les professionnels étaient des travailleuses rémunérées ou bénévoles des secteurs sanitaires et sociaux des mêmes métropoles. Les entretiens avec les individus abordaient des thématiques qui étaient liées aux représentations du VIH et du sida, à leurs conditions matérielles d'existence et à la structuration de leur réseau d'interconnaissance. Et les entretiens avec les professionnels abordaient leurs conditions de travail, la situation des publics accompagnés et leurs pratiques un peu quotidiennes autour du soin du VIH et du sida. Donc là, je vais me concentrer sur une fraction de mon corpus, donc celle des individus LGBTQI+, et migrantes. Donc il faut savoir que toutes les personnes noires ne sont pas migrantes et que toutes les personnes noires qui ont une histoire de migration ne sont pas incluses dans ce corpus, puisque je me suis concentrée sur les personnes qui étaient migrantes aînées étrangères, puisque la question des difficultés administratives prend quand même beaucoup de place sur la question de la santé. Mais par exemple, les personnes qui viennent des Antilles dites françaises, elles ont aussi une histoire de migration de distance, mais elles ne sont pas concernées en fait, par les questions de droit au séjour et de droit à l'installation. Et donc, sur ce corpus, putain, je suis trop en retard, il y a 10 individus LGBTQI+, qui m'ont révélé en tout cas, 3 femmes et 7 hommes qui ont entre 22 et 36 ans, qui étaient toutes francophones, et qui
qui avaient des situations administratives variées. Donc certaines qui étaient en situation régulière, d'autres qui étaient là sur des visas de travail, d'autres qui avaient des demandes d'asile en cours, certains qui avaient eu un statut de réfugié et d'autres qui étaient naturalisées françaises. Et donc le premier élément que j'aimerais mettre en lumière, c'est l'asile. En fait, que l'asile devient une épreuve juridique qui est de plus en plus verrouillée en raison d'un climat ouvertement xénophobe et raciste. Et qu'en fait, dans le cas des personnes qui demandent de l'asile pour être protégées en raison des LGBT-phobies, elles sont en plus confrontées à des normes de genre situées. Et donc là, je voulais donner un extrait d'entretien avec Awa, qui elle a été déboutée de l'asile parce que la personne à l'OFPRA considérait qu'elle n'était pas à risque comme elle n'avait pas eu assez de relations homosexuelles. Et donc elle dit, pour elle c'est pas normal, quand tu dis homo, c'est pas normal que tu aies eu que 2 ou 3 relations. Je vais pas lire tout le verbatim parce que je suis en retard, mais en fait on voit bien que cette insécurité administrative en fait qui est une violence structurelle imposée à certains migrants, certains ressortissants de certains pays, elle impacte et les conditions de vie, donc l'accès à l'emploi, au logement, aux droits sociaux et la santé mentale en fait en créant une incertitude qui est permanente et existentielle. Et c'est la synergie de ces facteurs-là qui peut amener, et c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé puisque c'est pas automatique, il y a toujours des éléments qui peuvent protéger notamment les réseaux d'interconnaissance, mais à des comportements à haut risque. La deuxième diapo, c'est évidemment sur l'omniprésence des LGBT-phobies. Et moi, j'ai bien cherché à préciser que c'était des LGBT-phobies des hétérosexuels, puisqu'en fait, c'est des LGBT-phobies qui sont présentes, oui, dans les communautés migrantes et diasporiques, mais qui sont en fait aussi présentes dans les communautés non migrantes et non diasporiques, et qui conduisent au fait certaines migrantes LGBT-phobes à pratiquer la non-mixité choisie des réseaux sociaux. Et en fait, ça impacte et les conditions de vie et la santé mentale, puisqu'il y a un accès qui est stratifié à l'information, il y a une exposition aux LGBT-phobies ou alors un isolement social, l'accès à moins de ressources. Et ça, en fait, peut aussi augmenter la fréquence des comportements à haut risque. Et enfin, pour finir, j'ai 2 minutes de retard. Ok. Alors là, je vais lire le verbatim comme c'est la dernière slide sur les vautours de la précarité. Et ça, c'est assez important de le noter. C'est qu'en fait, comme il y a une violence structurelle qui est identifiée aussi au niveau social, ça fait que y a des personnes qui en abusent pour juste abuser les gens. Et je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'en fait, les personnes qui sont bénéficiaires de ces actions-là, elles sont en situation de dépendance existentielle en fait. Et donc là, je voulais donner l'exemple de Souheil qui est venu en France dans le cadre de ses études, qui a appris sa séropositivité en France et qui, lors d'un voyage dans son pays d'origine, en fait, s'est retrouvé bloqué. Je me demande si c'était pas le Covid, mais en tout cas il était bloqué, il n'avait pas accès aux médicaments et il dépendait complètement d'un travailleur associatif pour recevoir les médicaments dont il avait besoin pour rester en bonne santé. Et en fait, il en a gardé un souvenir très amer parce que cet employé associatif le harcelait sexuellement continuellement et il utilisait le fait qu'il savait que Souheil était bloqué par les frontières, par le stigmate du VIH qui faisait qu'il ne pouvait pas révéler sa séropositivité et par les inégalités globales d'accès aux ARV qui faisaient que les médicaments n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine, qui fait que cet abus de pouvoir, donc c'est la violence sociale, harcèlement sexuel, a été rendu possible en fait par les violences structurelles. Et ça a impacté ses conditions de vie, puisqu'en fait, à un moment, il a arrêté de prendre son traitement parce qu'il en avait marre de subir ce comportement, et sa santé mentale, puisque une perte de confiance dans le réseau associatif, un isolement social et une perte de ressources. Et donc ça, c'est typiquement un parcours qui mène aussi à des comportements à plus haut risque. Et donc pour finir, en fait, pour l'instant, les résultats préliminaires montrent bien que c'est surtout la conjugaison de facteurs défavorisants et des effets en cascade qui pourraient expliquer la vulnérabilité accrue de populations noires au VIH en France actuellement. Donc l'insécurité administrative qui impacte la santé mentale, les conditions de vie, des normes de genre et des LGBT-phobies
qui impactent les réseaux sociaux et sexuels, les conditions de vie, la santé mentale des personnes, des inégalités matérielles, donc d'argent, de médicaments, qui rendent vulnérables à la prédation sociale, qui influent évidemment les conditions de vie et la santé mentale. Et donc le postulat, c'est qu'en fait, il y a une surexposition qui est racialisée à ces facteurs et que les personnes noires sont surexposées à ces facteurs. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que du coup vous avez une question à poser à la salle? Est-ce que vous avez préparé ça? Ou est-ce que vous attendez que la salle vous pose des questions? Deux questions. Option 2? Comment? Option 2, oui. Option 2. Je vais faire tourner le micro. Merci infiniment à vous deux. C'était vraiment. Ça fait du bien de vous entendre. Et ça donne de la force, notamment dans un contexte de recherche académique où ça devient parfois très difficile de poser les questions de la race et de la stigmatisation et de ses effets concrets sur la santé. Et j'avais une question pour Cyriaque sur la manière dont tu conclus en fait ta démonstration autour de ces deux voies en fait possibles pour les personnes LGBT en demande d'asile, de soit correspondre à tous les critères au risque de l'exclusion et soit le contraire. Et je voulais savoir si à ce moment-là tu mobilisais toutes les perspectives autour de l'assimilationnisme et de ses effets et de la manière dont on résiste à ces formes d'assimilationnisme qu'on retrouve en fait à plein d'autres endroits, notamment dans les études sur l'islamophobie ou dans ce que les militants et militantes contre l'islamophobie peuvent dénoncer comme étant des voies, soit notamment pour les jeunes femmes qui sont musulmanes et qui soit doivent s'extraire de leur famille pour se libérer et libérer ensuite la famille selon un héritage républicain dit d'un féminisme blanc ou rester dans leur famille. Et je trouve que c'est ces sortes de non-choix et ces doubles choix qu'on impose aux personnes étrangères racisées ou pas étrangères, racisées. C'était des perspectives qui d'un coup m'ont un peu fait faire un pont et je voulais savoir si toi tu faisais ces ponts-là dans ta recherche. Merci. Merci pour cette question. Effectivement, ce choix, même dans ma manière de le présenter, il paraît un peu dichotomique. C'était plutôt pour montrer un petit peu les tensions et les assignations qui pèsent sur les personnes. Mais en réalité, c'est plus souple et puis les personnes traversent, finalement, vont dans les associations LGBT pour aller solliciter un suivi, un accompagnement dans le cadre de l'asile et vont aussi dans les communautés migrantes et diasporiques pour trouver un certain nombre de ressources différentes. Mais il y a toujours cette difficulté et cette séparation en fait, qui est faite pendant toute la période de l'asile et qui est vachement liée en fait, à la dépendance économique notamment, relative à la nécessité en fait, de recourir au travail non déclaré pour compléter des ressources qui sont évidemment trop faibles pour survivre pendant la durée de l'asile, simplement là-dessus. Et donc après c'est une crainte, et par contre ce que j'observe en suivant quelques personnes, une fois le statut de réfugié obtenu, c'est que finalement ces espaces-là, LGBT ou migrants diasporiques, ils sont un peu fuis et ils reconstituent des réseaux plus resserrés, souvent avec des personnes aussi qui ont demandé l'asile et qui l'ont obtenu ou qui sont en cours de demande d'asile au type d'orientation sexuelle, et en fait des réseaux qu'ils identifient comme plus safe et plus proches et qui leur permettent aussi de concilier ces normes, ces injonctions qui sont, ces assignations qui sont un peu contradictoires et difficiles à gérer. Donc après chacun, c'est très variable la manière dont il négocie, mais il y a un jeu de négociation effectivement qui est beaucoup plus souple, quoi. Bonjour, j'ai une question un peu plus existentielle. Je travaille dans le domaine de la santé mentale en particulier, j'ai travaillé de nombreuses années au Royaume-Uni
Et un truc que j'ai remarqué en France, bon, non seulement c'était le manque de recherche dans ce domaine-là, donc c'est super que vous fassiez ça, mais maintenant, what's next? C'est des choses que malheureusement, je pense beaucoup d'entre nous qui sommes là, on sait que ces choses existent. Maintenant, comment on sort de cet entre-soi académique et comment est-ce qu'on communique justement avec, que ce soit les associatifs, que ce soit avec le domaine de la santé publique, que ce soit avec des personnes qui font partie de ces institutions et qui malheureusement parfois perpétuent ces violences, ces discriminations, ce racisme, etc. Parce que malheureusement, moi je le vois en fait, et je me sens un peu démunie, en particulier en France où je pense qu'il y a beaucoup de difficultés à aborder ce genre de sujet, donc je suis ouverte à tout conseiller. Et à vous aussi, qu'est-ce que vous espérez en fait, finalement de votre recherche, qu'est-ce que vous espérez que ça déclenche ou pas. Merci. Pour laisser peut-être le temps de la réflexion, je prends une deuxième question. Je vous remercie pour vos présentations qui sont très intéressantes. J'ai une question pour Nancy. Je voulais vraiment saluer ce travail qui porte sur la communauté noire et la violence publique, au sein des discriminations de santé face au VIH. Et j'avais une question, une curiosité, hein, je ne connais pas le milieu, ce milieu communautaire précis. Est-ce que, face à cette expérience de la racialisation et du racisme, les gens sont auto-organisés en fait? Parce que ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut en France, c'est aussi une organisation autonome. La communauté noire, nous le savons, nous y réfléchissons, mais est-ce qu'il y a des passerelles même entre les migrants et les Français noirs qui se saisissent de ces questions-là, qui sont aussi en lutte à ces discriminations. Merci. Merci pour vos deux questions qui se complètent très bien. Quoi faire maintenant? Moi j'ai commencé ma thèse en me disant ça va me donner des idées sur quoi faire. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait déjà pas mal de gens qui savaient un peu quoi faire. C'est-à-dire localement, moi je travaille avec une asso communautaire noire qui s'appelle Afrique Avenir, qui a un dispositif énorme d'aller vers un réseau associatif, non même pas associatif, communautaire. Ils connaissent les commerçants, les assos sur toute l'Île-de-France. Il y a même au niveau public, en fait, des personnes qui ici et là essaient de mettre en place des initiatives de médiation en santé pour combler les gaps. Mais le problème en France, c'est que le déni il est à la hauteur de la violence. Et c'est ça qui est ouf en fait, c'est que c'est n'importe quoi, c'est tout le temps plus, toujours plus, et c'est toujours plus ferme ta gueule. Et c'est ça qui donne l'impression qu'on est démunis. Donc on a l'impression que les choses se passent pas parce qu'on ne peut pas non plus faire passer l'information de manière explicite pour pas tout le temps avoir des backlash. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de soutenir les initiatives qui fonctionnent déjà. Et puis sur les questions d'organisation, en fait, ce que je comprends, ce qui est en jeu, c'est la survie des initiatives. C'est-à-dire que les gens lancent des choses, mais après, pour faire tenir même quelque chose qui se veut, je sais pas, une équipe de 5 et tout, il faut pouvoir les payer. Donc en fait, pour payer les gens, il faut parler le langage des institutions. Donc ça veut aussi dire... c'est qui parle dans ces communautés, c'est les personnes qui ont le plus accès aux études, qui ont le plus accès au langage institutionnel. Donc là aussi, il y a aussi des inégalités qui sont reproduites dans les manières de riposter. Mais oui, en fait, c'est le discours réactionnaire d'extrême droite et c'est aussi le paternalisme de la gauche blanche, en fait, qui, sous couvert d'être allié, se réaccapare les ressources, en fait. Et moi, je vois ça sur le terrain, quoi. C'est les petites assos communautaires qui font taf depuis 20 ans, 30 ans, qui n'arrivent pas à lever des fonds. Puis tu as des mastodontes associatifs, tu te dis, vous pourriez un peu partager les millions, quoi. Mais en fait, voilà. Donc je pense que oui, il faut souligner ce qui ne va pas et aussi visibiliser ce qui va parce que ça motive aussi. Et puis c'est comme ça qu'on peut essayer de transférer les ressources, quoi.
la question, oui, de comment transférer nos résultats, c'est vrai que c'est toujours une grande question de l'entre-soi universitaire et de la difficulté aussi à diffuser les infos, qui est toujours une préoccupation. Mais donc, quelques questions comme ça, c'est aussi pas facile, je pense, à faire. Il faudrait y réfléchir davantage, mais par exemple, les associations LGBT, par exemple, qui accompagnent dans la procédure administrative, sont tout à fait conscientes en fait, et essaient justement de se dégager de ces injonctions. En fait, disent les bénévoles individuellement savent bien que les personnes ne portent pas sur elles leur orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Et donc se dissocient de ça, mais le problème c'est qu'elles préparent des personnes à des exigences d'une institution qui a tout pouvoir en fait. Et donc, en voulant s'en distancier, elles sont quand même obligées d'y rentrer malgré elles, puisqu'elles sont dans un système qui attribue. Alors, voilà, après c'est comme ça, et c'est difficile de faire autrement, et comme là c'est carrément des décisions politiques après au-dessus aussi, et des enjeux où ces institutions me semblent aussi pas très ouvertes aux questions de recherche. Dans le cadre de ma recherche, au début j'avais une approche qui est quantitative, un volet quantitatif, et qui devait passer par l'OFPRA, à qui j'ai demandé l'accès à un certain nombre de données, ou l'entrée dans une discussion pour savoir à quel type de données ils acceptaient de me laisser l'accès. Et en fait, peut-être que j'ai pas eu les bons réseaux, je ne sais pas, mais j'ai multiplié les mails à plusieurs personnes, je me suis fait recommander d'autres personnes, et en fait j'ai eu des réponses complètement variées, qui allaient du respect de l'éthique, ensuite non, ces données on les a pas, alors que d'autres m'expliquaient qu'ils les avaient par ailleurs, après sur le fait qu'ils ne pouvaient pas me donner de données nominatives, alors que ce n'était absolument pas ce que je demandais, après que la santé ne faisait pas partie de leur prérogative, et en fait tout un tas d'arguments comme ça, et j'ai jamais réussi à rentrer dans un discours, je suis toujours resté à l'étape du mail, parfois une fois un entretien téléphonique, mais pas dans un échange pour savoir de construction, de savoir sous quelles conditions on peut avoir accès à quelle donnée. Donc c'est un petit peu compliqué. Du côté médical aussi, je me suis heurté à pas mal de résistance, notamment lorsque des personnes me font part, comme j'ai pu le présenter un petit peu avant, de choses qui sont censées pas arriver, et qu'en fait, d'en discuter avec le médecin concerné, on prend ça comme une critique, même si j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas la formuler comme ça, et de le présenter plutôt comme une information à prendre en compte en vue d'améliorer les pratiques. C'est vrai qu'il y a toujours cet enjeu de circulation d'une mauvaise réputation, qui impacterait aussi leur financement, et donc en fait il y a tous ces enjeux-là structurels qui compliquent pas mal les choses. Donc j'ai pas de réponse. Juste pour réagir en continuité par rapport à ce que vous disiez justement tous les deux, il y a la question de la visibilité qui est importante, parce que en tant que personne racisée, être visible c'est très compliqué dans le parcours de tout un chacun, et ça l'est aussi dans le parcours politique, parce qu'en France la visibilité de personnes racisées est très récente, sans parler de personnes racisées LGBTQI+, ça l'est déjà pour la personne lambda, et c'est vrai que c'est assez récent, et il y a ce parcours de combatif encore pour pouvoir acquérir aussi une espèce de légitimité à être visible, à fierté aussi, et pour défendre les droits. Et c'est vrai que ce que disait Nancy, c'est faire ta bouche en gros. Ferme ta bouche, c'est ce que, voilà, c'est quelque chose qu'on peut entendre, mais qu'on peut intégrer aussi. Donc ce qui empêche aussi d'aller plus loin dans... Mais c'est vrai que c'est la visibilité récente, donc la visibilité politique est encore beaucoup plus, il y a du combat encore à mener pour pouvoir défendre et obtenir les droits. Sur la question des votants de la précarité, vous avez, je trouve cette formule, je ne sais pas si c'est la tienne, mais
très bonne. Je pense que c'est quelque chose qu'on a, enfin, dans plein d'endroits où on peut voir du coup des conditions structurelles qui permettent à des petits agents, que ce soit des agents associatifs, des agents de l'État, de prendre du pouvoir sur les gens. Et que c'est très difficile, par mon expérience associative notamment, d'arriver à critiquer ça, alors que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il y a un tel manque de moyens, manque de places d'hébergement, les gens sont vraiment dans des situations problématiques et que l'État pourvoit absolument rien, que ça laisse vraiment la place à ce genre de pratiques de prédation et qui sont au final petites, donc minimisées, et parce qu'elles comblent des espèces de manques. Et voilà, je trouve que c'est une des choses qu'on peut voir dans vos deux publications et dans d'autres expériences. Je ne sais pas si vous voulez parler de ça. Je réponds. En fait, moi, j'étais pas surprise parce que je le savais. Enfin, je l'avais vu dans d'autres contextes. Mais c'est vrai que dans cet entretien particulier, j'étais un peu interloquée parce que la personne en question, je la connaissais. Enfin, pas personnellement, mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré sur mon terrain. Et du coup, j'étais un peu là. Et il s'est posé la question déjà de est-ce qu'il le fait encore. Et il me disait, moi je suis en contact avec lui et tout. Et pour moi, ce qui était important, c'est est-ce que d'autres acteurs du terrain qui travaillent avec cette personne savent que cette personne fait ça. Et à ce moment-là, on va avoir aussi un comportement responsable de pas laisser des personnes complètement démunies face à elle, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a si peu de ressources que tu dis, en fait, pour moi, ça me fait un peu penser au discours qu'on peut avoir sur les violences sexuelles par des personnes racisées, quoi. Donc tu peux pas nourrir en fait le racisme derrière et en même temps tu prends la violence dans la gueule. Et donc c'est ça, c'est un milieu associatif qui, même s'il y a des inégalités, il y a des associations qui sont institutionnellement bien accueillies, ça reste difficile d'obtenir des fonds sur le sida, le VIH maintenant. C'est encore plus difficile d'obtenir de l'aide matérielle pour les personnes étrangères en particulier qui sont en situation régulière. Donc est-ce que tu vas faire quelque chose qui va potentiellement fermer le seul robinet qui alimente je sais pas combien de gens, et en même temps, pour moi ça fait partie en fait de la violence raciste en fait. C'est de dire on vous met dans des telles situations, mais pour moi en fait l'une des solutions c'est d'en parler tellement que les gens autour qui pourraient faire quelque chose ne puissent plus dire on savait pas. Parce qu'en fait, très souvent, vous le saviez, juste que ça vous gênait, vous ne saviez pas comment réagir et tout. Et comme c'est pas quelque chose qui est posé quotidiennement publiquement, en fait, ça permet d'éluder la question et de faire comme si c'était anecdotique de temps en temps. Alors qu'il y a tout à fait des gens qui ont des sociabilités basées sur je vais être pote avec des gens qui n'ont rien, parce que du coup, je vais pouvoir tout leur demander, quoi. Voilà. Merci. Oui, là-dessus, effectivement, il y a presque les votants de la précarité, c'est une belle formule. Mais il y a des échelles, j'ai l'impression, individuelles, des individus qui gravitent. Et moi, je le retrouve beaucoup dans les entretiens que je réalise, où un certain nombre de personnes sont hébergées en échange de relations sexuelles, souvent par des hommes gays, blancs, âgés, retraités, et hébergent des jeunes de 20-30 ans. Et en fait, dès le départ, en fait, ça sent pas bon, puisqu'ils obtiennent ces opportunités-là, faute de mieux, par d'autres demandeurs d'asile, en fait, qui leur disent « Ah, j'ai entendu parler d'une place qui s'est libérée chez un tel, c'est une opportunité, et en fait, c'est la seule, et c'est mieux ça que la rue, entre guillemets. » Et des fois, il y a même un loyer officiel au départ, et puis après, des tentatives du logeur même pas supprimer le loyer, mais voilà, il y a une formule, je crois, qui m'avait fait
qui était en gros, le logeur disait à l'hébergé, tu as le beurre et l'argent du beurre, tu es logé et puis en plus tu peux avoir des relations sexuelles avec moi. Donc c'était une forme de renversement assez dramatique. Donc il y a des personnes à l'échelle individuelle comme ça qui peuvent être qualifiées autour de la précarité, effectivement. Et à l'échelle structurelle aussi, ça pose question, puisque finalement, les politiques de l'asile qui sont difficiles, en fait, l'asile est migratoire de manière générale, participent par la main droite de l'État d'une certaine manière à créer des situations de précarité importantes et à favoriser, par exemple, les situations d'exposition au VIH, etc. Et après, la main gauche vient en disant oui, non, mais vous inquiétez pas, on va vous donner accès au dépistage, au traitement, à la PrEP, tout ça. Et donc ça pose aussi la question de, déjà économiquement en termes de répartition des coûts, etc., c'est complètement absurde, c'est contradictoire. Et puis en plus de ces associations qui pourraient aussi être qualifiées de vautours de la précarité, mais qui d'une certaine manière, heureusement qu'elles sont là par certains côtés aussi. Donc c'est toujours, là c'est plus compliqué comme qualificatif, mais c'est vrai que la question c'est ça. C'est pas que je suis gênée, je trouve que ce que vous dites a beaucoup de poids. Mais si on inversait un peu la perspective et qu'on questionnait le travail du sexe dans l'immigration, parce que des fois c'est revendiqué aussi. Moi je fais un travail sur les réseaux sociaux, il y a des personnes pour qui c'est voulu. Je vais aller là-bas, je vais trouver mon blanc, je vais être hébergée. Tout va bien. Pourquoi, je sais pas, je voudrais qu'on voit aussi cet autre aspect, et pas seulement dans la passivité côté victime, qui existe, bien sûr. Il y a de la gentilité aussi, il y a de la volonté, il y a un positionnement, il y a pas mal de mobilisation en ce moment aussi sur le travail du sexe dans l'immigration. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ? Oui, alors effectivement, tout ce qui est travail du sexe et même, comment on appelle, le sexe transactionnel n'est pas forcément vécu comme une violence. Et en fait, c'est vraiment la question de la contrainte. C'est est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation et tu le vis toi personnellement comme une contrainte, c'est-à-dire que si tu avais eu telle ou telle ressource, tu l'aurais pas fait parce que tu n'avais pas envie de le faire. Ou est-ce que tu le vois comme une opportunité en fait parce que tu t'es entre guillemets débarrassé d'autres contraintes sociales qui font que tu peux en fait avoir cette activité que tu aurais aimé avoir mais que tu pouvais pas avoir en fait. Mais je trouve que dans mon terrain, ce genre de posture par rapport au travail du sexe, il était vraiment lié à la question du choix. C'est quelqu'un, par exemple, je pense à une personne qui a dit que pour elle, le travail du sexe, ça lui avait permis en fait de s'affirmer par rapport à plein de choses. Mais c'est quelqu'un qui avait un autre travail, qui a décidé qu'elle préférait faire ça, et du coup, ça veut aussi dire que tu imposes des conditions de travail qui te mettent moins en danger en fait, parce que tu as le choix. Donc, même moi dans mon terrain. Ce qu'on dit, c'est pas que le fait de faire du travail du sexe qui augmente les risques d'avoir du VIH, d'attraper le VIH, c'est le fait de faire du travail du sexe où tu ne peux pas imposer en fait ce dont toi tu as besoin pour être en sécurité. Et donc ça peut inclure le préservatif, mais oui et non, parce qu'il y a aussi des travailleuses du sexe qui le font sans préservatif par choix. Mais c'est vraiment cette idée du rapport de force en fait qui fait que est-ce que tu es la proie ou est-ce que en fait, tu es une personne participante en fait? Dans cette même lignée, il y a certaines personnes qui en fait ont ce discours-là justement, de dire bon ben moi je me suis trouvé un blanc, etc. Par contre sur les nuances et pour finalement prolonger ce que dit Nancy, c'est que quand on appréhende dans la continuité, on se rend compte qu'une grande partie
peu importe le discours qu'elle produisait sur ces situations-là, en disant que c'était souhaité ou non à un instant T, et bien, le suivi longitudinal de ces personnes-là permet de voir si cette pratique continue une fois l'obtention du statut. Pour certains oui, pour certains non. Et du coup, je pense que ça participe aussi à se poser la question de quel est le poids des contraintes structurelles, administratives et des difficultés sur le choix de recourir ou non à une activité. Et en disant ça, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont recours au travail du sexe le font parce qu'elles y sont contraintes, parce que ça peut être un choix, effectivement. Mais le fait de dire que c'est un choix, ça peut aussi être une reconstruction biographique de personnes qui en fait, à un certain moment, l'ont fait, l'ont plus ou moins bien vécu, et préfèrent se dire que c'est un choix, et puis d'autres personnes qui réellement, c'est un choix, etc., peu importe en fait. Mais la question, c'est comment elles le vivent, et c'est vrai que, voilà, au moment de la procédure d'asile, il y a des personnes qui le présentent comme un choix, mais il y en a beaucoup qui le présentent comme résultant d'une contrainte. Mais ça pose aussi une autre question, parce que la problématique aussi avec le travail du sexe et le fait de considérer que c'est une exploitation, etc., c'est aussi les réactions politiques en conséquence et le fait de criminaliser notamment les clients et du coup d'invisibiliser les personnes qui ont recours au travail du sexe, puisqu'il faut se cacher, passer plutôt par être en ligne, plus dans la rue, etc. Et ça, c'est problématique. Et effectivement, moi j'ai eu beaucoup de dilemmes en arrivant avec mes représentations en disant mais ton hébergeur, il faut que je l'accompagne, on peut porter plainte, il faut pas se laisser faire, etc. Ou avec telle personne, des situations qui étaient très complexes et en fait on me disait mais non, parce qu'en fait il me demande mon avis quand même, je n'ai pas vraiment envie mais il me demande mon avis et puis je retire un peu d'argent, en fait j'en ai besoin pour vivre et je ne suis pas le seul. Donc en fait, ces personnes-là, elles font aussi partie d'un écosystème qui est nécessaire à la survie. Et donc, c'est pour ça que Ouais, juste pour dire, c'est vrai que là on a beaucoup employé le mot travail du sexe, mais je pense que ce qui est plus approprié en fait, c'est de parler du spectre du coup des échanges économico-sexuels, parce que puis là aussi, comme on parle de personnes LGBTQI, il y a aussi des représentations spécifiques aussi sur c'est quoi la sexualité entre personnes LGBT qui ont des différences d'âge. Et le contexte que Cyriaque décrit, moi je l'ai notamment entendu du fait de femmes hétérosexuelles qui étaient dans des relations d'échange économico-sexuel et avec un couple hétéro, mais c'était il m'héberge, il me fait peur, mais il m'héberge. Voilà. On va peut-être prendre une pause de 10 minutes. Merci beaucoup à vous deux.